aujourd'hui, donc, nous parlons du festival Orphée avec son organisatrice qui nous reçoit ici au Théâtre Montansier de Versailles. Rachel Boulanger-Dumas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Versailles pour parler de ce festival, pour donner tout simplement un autre regard sur le handicap. C'est bien ça l'objectif de ce festival européen? Tout à fait. On a pour objectif effectivement la promotion de tous les artistes en situation de handicap, mais qui sont des artistes professionnels, et quel que soit le handicap, et dans tous les domaines du spectacle vivant, que ce soit la danse, le théâtre, la musique, le cirque, le mime, etc. Donc moi je pense que c'est extrêmement intéressant parce que le handicap c'est plutôt un phénomène de différence. Et lorsque vous avez un artiste qui est en situation de handicap, qui est sourd, aveugle ou sans bras, sans jambes, etc., ça nécessite une compensation artistique qui est souvent extrêmement intéressante et très créative. Un danseur qui n'a pas de jambes va danser d'une façon différente. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un travail intérieur également. C'est un travail intérieur et c'est un travail extérieur. Et moi, je trouve extrêmement intéressant de découvrir toutes les capacités artistiques chez ces artistes que nous-mêmes, j'allais dire artistes valides, nous ne pourrions pas faire. Et c'est cette différence qui est assez étonnante. Alors, c'est ne pas faire pour, mais faire avec, qu'ils soient acteurs de ce festival. Tout à fait. Ah oui, c'est les acteurs principaux du festival. Et puis, bon, pour eux, quelquefois, c'est plus difficile d'être dans la lumière. Et moi, je pense que le rôle du festival Orphée, c'est aussi celui-là. C'est de les propulser dans la lumière, c'est de les faire connaître à un public de plus en plus nombreux, tant mieux pour nous, et qui découvre effectivement les capacités et non pas les déficiences. Est-ce qu'on peut revenir sur la création de ce festival? Comment est-il né? Alors, il est né en 2003. On a profité de l'année européenne du handicap. C'était l'année 2003. On avait proposé ce projet qui était un projet culturel. On a eu le label. Le projet a été retenu. On a recherché du mécénat, on l'a trouvé et nous en sommes cette année à la 13e année. Donc en fait, et le public vous a trouvé? Le public nous a trouvé. On a débuté ici en 2003 au Théâtre Montansier, à l'époque où c'était Jean-Daniel Laval. Ça s'est très bien passé, donc il nous a renouvelé sa confiance. Et petit à petit, eh bien, vous voyez, ça fait 13 ans qu'on nous fait confiance. Le public est au rendez-vous. Comment vous l'expliquez? C'était justement primordial de se dire, il y a ce rendez-vous, on y participe, et finalement on y participe comme à n'importe quel festival culturel. Oui, en plus, il a une originalité ce festival. C'est un festival finalement qui ne ressemble à aucun autre. Il existe quelques festivals en Europe et à l'international du même style. Mais ici en France, un festival comme Orphée, avec cette notion européenne et internationale, il y en a très très peu. Alors, moi je trouve qu'en art, ce qui est intéressant, c'est de montrer, quel que soit, pas forcément avec des personnes handicapées, mais pourquoi des choses marchent, c'est parce que tout à coup, il y a une originalité, aussi simple que cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi je travaille plutôt sur cette originalité que je trouve créative, intéressante, très humaine. Et on annonce la couleur pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le festival. C'est un festival joyeux. L'objectif est de rire, de se retrouver. Tout, mais il y a aussi des spectacles qui touchent beaucoup. Je pense que L'Empereur, c'est moi qui va se jouer ce soir, va toucher beaucoup. Et quoique il y a des moments où il y a beaucoup d'humour. Il n'y a pas de doute. Donc en fait, il nous embarque et il nous donne envie de chanter, il nous donne envie de danser, il nous donne envie d'applaudir. C'est important dans une programmation d'avoir aussi ces spectacles qui ont chacun... Alors chacun, c'est le cas de le dire, leur différence aussi. Alors le festival se tient jusqu'au 17 octobre dans 7 théâtres yvinois. Et là aussi, on voit l'importance de se déplacer de lieu en lieu. C'est très important. D'abord, le département des Yvelines et les villes sont éloignées géographiquement. Les publics n'ont pas la possibilité forcément de se déplacer. Et moi, j'ai toujours pensé qu'Orphée, on garde ici parce que le feu a pris dans la cheminée, c'est le cas de le dire. Donc on est dans notre cheminée. Mais c'est important d'aller au-devant de nouveaux publics, d'aller sensibiliser. Bon, je ne vais pas dire que je fais du prosélytisme, c'est pas tout à fait ça, mais ça fait découvrir à des gens qui ne connaissent pas, qui passent un très beau moment artistique. On a débuté à Saint-Arnoux l'année dernière, on est revenu cette année, on a retrouvé du public de l'année dernière. Et quand ils réservaient, ils disaient « Ah mais on est venu l'année dernière, c'était super, on espère que cette année ça va être super aussi ». Puis ils sont partis, je ne sais pas ce qu'on va leur proposer l'année prochaine. Justement, je vais vous faire un plongeon dans l'année 2014 en images, on en reparle juste après. Pour faire court, Gabin, c'est un peu un concentré actif de différence. Une huile essentielle de pas pareil. Gabin, c'est le fils de Laurent Savard,
Un garçon d'aujourd'hui 12 ans atteint de troubles autistiques et d'hyperactivité. Une douzaine d'années qui ont chamboulé la vie du comédien et qu'il a voulu raconter dans un spectacle créé en 2010, même s'il a eu quelques hésitations. Ma première étape, c'était « est-ce légitime ?» À partir du moment où j'ai fait très attention à ça, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça n'atteigne l'image de Gabin, sachant qu'en plus Gabin est quasi non-verbal, donc il ne pourra pas me dire si tel ou tel sketch ou ma vision des choses lui déplaît. Donc j'ai dû faire d'autant plus attention à ça. Je voulais surtout pas me louper aussi par rapport à lui en premier lieu. Gabin est né à 13 juillet et d'après son père est un feu d'artifice perpétuel, d'où le nom de la pièce Le bal des pompiers qu'il interprète aux côtés d'une pianiste, mais aussi d'un interprète en langue des signes. Après son passage au festival Orphée, Laurent va continuer à présenter son spectacle en France et même à l'étranger. Le papa de Gabin travaille même sur une éventuelle adaptation au cinéma des périples de son fils. Alors on a vu ces images, ce public et ces artistes. Dans quelques instants, je vais rencontrer Hugo Orio. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur cet artiste, sur ce comédien? Alors, j'ai trouvé que cette adaptation qu'il a faite de son roman est tout à fait excellente. J'ai été très surprise de voir à quel point, d'abord c'est un merveilleux comédien, c'est une réalité. Il m'a fait un peu oublier le handicap, en fait, quelque part, parce que bien sûr, il en parle, enfin, il se raconte, mais il se raconte d'une telle façon que ça pourrait défendre n'importe quelle situation. C'est son histoire, hein, son enfance, mais tant qu'autiste. Comme il traite plus... C'est bien, c'est pas l'autisme que l'autisme. Il traite de l'exclusion davantage que de l'autisme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et de la cruauté de certains camarades, finalement. Et de la cruauté, oui, la cruauté aussi d'un monde dans lequel des gens qui sont un peu différents ont du mal à s'intégrer. Alors, je trouve son spectacle intéressant car il est plus sur l'exclusion que sur le handicap. Voilà. On va découvrir un extrait tout de suite. Avant cela, je tenais à vous remercier de nous avoir reçus ici et de vous souhaiter un bon festival pour ces prochains jours. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site qui s'inscrit en bas de cet écran. Merci beaucoup. Et surtout, de venir très nombreux au spectacle de samedi soir Anna Mesamas, à ne pas manquer. À ne pas manquer donc, et on voit tout de suite un extrait de L'Empereur, c'est moi. Je m'appelle Julien. Va jouer avec tes petits camarades. Pourquoi tu vas pas jouer avec tes petits camarades ? Hugo Orio, bonjour. Bonjour. Alors vous participez à ce festival Orphée, vous êtes comédien, réalisateur, écrivain, vous présentez un spectacle qui est l'adaptation de votre livre L'Empereur, c'est moi. Alors on peut dire que c'est un autoportrait, vous racontez votre enfance d'autiste. C'était important d'avoir ce regard d'enfant justement sur cette maladie? Déjà bon, c'est pas une maladie, c'est plus une spécificité génétique dans les faits, c'est-à-dire que vous naissez autiste et vous restez autiste toute votre vie. Vous dites on n'en guérit pas. Non, parce que oui, l'objet c'est pas d'en guérir, vu que c'est pas une maladie, mais c'est d'arriver à vivre avec, à composer avec cette spécificité et aussi des fois à compenser. C'est comme un peu par exemple une personne qui va avoir des problèmes de vision, de myopie, et quand elle va conduire, par exemple, elle va compenser avec autre chose, ou par exemple quelqu'un qui est sourd va plus développer d'autres sens au niveau de la vision latérale ou des choses comme ça. Et donc l'autisme c'est un peu pareil, vous avez une difficulté qui implique des problèmes communicationnels, et donc il s'agit d'arriver à trouver les passerelles pour quelque part composer cette communication qui paraît évidente à des personnes qui ne vont pas du tout être autistes. Pour une personne autiste, il va falloir composer ça, donc quelque part faire un travail de comédien. Et donc c'est un travail de comédien, oui, c'est ça? Oui, Est-ce que le théâtre vous a aidé? Vous avez découvert le théâtre à l'âge de 15 ans, ça a été un travail que vous avez fait sur vous-même avec le théâtre? Le théâtre, quand je l'ai découvert, est venu comme une forme d'évidence. Ma mère m'a toujours poussé à faire beaucoup d'activités extrascolaires, parce qu'à l'école, bon, ça n'allait pas, puis elle voulait aussi diversifier un peu les horizons, donc j'avais commencé par la musique, ça n'avait pas trop marché, et ensuite, quand j'ai découvert le théâtre, là où c'est venu comme une évidence, c'est que ce processus, je me suis senti
tout de suite familier dedans parce que j'avais dû faire finalement une sorte de travail de composition de comédien un peu dans la vie pour gommer des traits qui me rendaient finalement soupçonnable et donc à cause desquels j'étais stigmatisé. Et parce donc, que l'autisme est stigmatisé. Bien encore sûr, aujourd'hui en France, ça l'a été pendant votre enfance, mais ça l'est toujours aujourd'hui, vous êtes d'accord? L'autisme est stigmatisé sur beaucoup de plans. Il est stigmatisé déjà sur la plupart des personnes autistes, leurs droits fondamentaux sont bafoués. C'est-à-dire que, par exemple, on les exclut de l'école, on les exclut de tous les milieux ordinaires. Quand on les met dans des instituts spécialisés, ces instituts sont très rarement adaptés, alors que on sait qu'à l'étranger, l'autisme est beaucoup mieux appréhendé, c'est-à-dire plus dans un processus d'accompagnement, tandis que nous, on a plutôt tendance à ghettoiser, mais d'ailleurs pas seulement pour l'autisme, c'est aussi pour le handicap en général. Le handicap en France est assez, en général, on a tendance à le mettre de côté, à le mettre à part, alors que tout le monde a beaucoup plus gagné à une ouverture du milieu ordinaire pour tout le monde. Enfin, moi, je suis plus de ce tenant-là. Et on peut dire que c'est votre mère qui vous a permis d'évoluer comme vous avez évolué moi, sans face ma mère, à ce système, face je à n'aurais ces rien pu institutions. faire, parce que le problème, c'est que quand ma mère a dû toujours se battre pour que je sois inclus à l'école, scolarisé, et à l'école, ils ne voulaient pas de moi, parce que c'est vrai que j'étais, par exemple, non-verbal jusqu'à l'âge de 6 ans, et ensuite, je parlais très très peu, j'étais très taciturne jusqu'à l'âge de 10 ans. Les spectateurs vont le découvrir sur scène, vous venez sur cette période-là. Et donc, évidemment, ça posait des problèmes. L'école ne savait pas trop quoi faire de moi. Et pourtant, alors ma mère s'est arrangée pour que j'ai le niveau tout de suite. À 3 ans, elle m'a appris à lire et à écrire en un après-midi, en dessinant l'alphabet avec des grandes lettres de couleur dans ma chambre. Et en un après-midi, je savais lire, écrire et compter. Et donc, quand elle allait voir le prof, en CP à l'époque, elle lui dit, voilà, il ne parle pas, il ne pourra pas participer, mais par contre, je vous garantis qu'il a le niveau, écrivez des lettres au tableau et il saura vous les montrer. Donc le prof teste, et là ils sont bien embêtés parce que ils peuvent pas ne pas m'accepter parce qu'ils voient que j'ai le niveau, mais en même temps, dans mon problème communicationnel, ça ne va pas. Voilà. D'où l'importance aussi de témoigner à la fois par l'écriture, mais aussi sur scène. Et comment transcrire sur scène cette période de l'enfance? Comment avez-vous réussi ce défi? Eh bien là, c'est parti d'une rencontre, parce que le théâtre c'est toujours des rencontres, et donc je connaissais bien Vincent Poirier, metteur en scène. Voilà, et on est issus de la même famille théâtrale, du Théâtre du Jour, chez Pierre Debauche, et donc on a réuni un peu toutes ces une joyeuse équipe autour de ça, avec entre la scénographie, le décor, le son, et aujourd'hui là le spectacle en fait n'est plus un seul en scène, c'est maintenant un duo, puisque je joue donc avec Clémence Collin qui joue la même pièce que moi mais en langage des signes, et donc nous jouons ensemble et nous créons ce duo, et du coup elle devient aussi par sa présence toutes les images féminines très importantes dans la pièce, en passant que ce soit de ma mère, ma sœur, les premiers éveils amoureux, tout ce que vous voulez, et donc du coup là maintenant c'est un duo. Et qu'est-ce que vous attendez de ce duo? C'est une prise de conscience aussi du public qui sera face à vous? Oui, alors et puis il y a aussi quelque chose qui allège beaucoup dans ce duo, parce qu'au début, la première forme, j'étais tout seul en scène, et c'est vrai que c'est une histoire où il y a beaucoup de côtés sombres, assez lourds, et aujourd'hui la présence de Clémence Collin donne beaucoup de légèreté, et donc c'est un mariage un peu à quelque chose d'aérien et quelque chose de plus ancré. C'est important ancré. Cette légèreté pour une thématique un peu lourde? Oui, c'était important parce que avant le spectacle donnait un peu une claque, mais tandis que là maintenant il y a une sorte d'espoir qui naît beaucoup plus, une légèreté, et aussi un espoir d'ouverture et de rencontre, et c'est ça que la grande touche qu'a apporté Clément sur ce spectacle. Hugo Riault, dernière question, quels sont vos projets pour la suite? De l'écriture, du théâtre? Alors là actuellement, mon grand projet, là je suis en train de finir, j'ai presque terminé l'écriture de mon 2e livre, et sinon théâtralement... Est-ce que c'est indiscret de vous poser la question de la thématique de ce deuxième ouvrage? Bon, je peux pas vous en dire trop, mais disons que ça sera globalement une suite de l'Empereur. Ouais. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'Empereur. C'est moi pour ce festival Orphée. Merci beaucoup. Merci. Et grand temps continue.